Je m'appelle Camille Allu, je suis observatrice des pratiques policières pour la Ligue des droits de l'homme à Montpellier. La Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui a été créée il y a 120 ans et qui en fait agit sur le respect des droits des personnes, donc les libertés individuelles. Elle agit dans tout plein de domaines et notamment sur celui des violences policières depuis de nombreuses années. On est à plus d'une dizaine d'observatoires qui sont en gestation sur le territoire. Sur le terrain, nous sommes là pour observer les pratiques policières. Donc ça va être des analyses de dispositifs, mais ça va être aussi des analyses factuelles de leur action sur le terrain. Et c'est en vue donc d'une part d'écrire des rapports qui sont transmis à diverses autorités, comme les autorités préfectorales, mais aussi le défenseur des droits, les tribunaux, enfin ça peut être voilà, donc beaucoup de destinataires, la presse. Il y a aussi la partie collecte de preuves pour les victimes des violences policières qui ont vocation à réunir 3 types d'éléments. Premier type d'élément, c'est la preuve de la violence en elle-même, le fait de violence que la personne a subi, mais aussi ça va être deuxièmement d'identifier l'auteur de ce fait et troisièmement d'identifier le contexte pour avoir les éléments qui sont nécessaires à la victime pour qu'elle puisse obtenir réparation et condamnation des personnes qui ont été violentes avec elle. L'un des premiers cas que j'ai observé, c'est celui d'Axel. C'est un manifestant qui a 25 ans et qui se trouve dans la rue de la Loge parmi tous les autres manifestants à Montpellier. Et en fait, il y a les policiers de la BAC de Montpellier qui tirent au LBD 40, qui font en fait, j'ai fait analyser la vidéo par un syndicaliste policier parisien qui explique qu'en fait les policiers utilisent le LBD à ce moment-là pour faire reculer la foule, ce qui n'est absolument pas le rôle du LBD 40. LBD, ça veut dire lanceur de balles de défense. Ça porte très bien son nom, c'est pour se défendre. Et ce n'était là... le but, c'était de terroriser par le sang, pour reprendre les mots de ce syndicaliste policier. Et en fait, donc, un des policiers de la BAC a tiré et a percuté Axel entre les 2 yeux. Donc, il a reçu le tir de LBD ici. Il a eu de multiples fractures crâniennes. Il a eu une plaie de 15 points de suture. Et en fait, grâce à la vidéo que nous avons fait, donc c'est une vidéo en fait qui dure sur toute l'opération dans la rue de la Loge. Donc, ça fait 15 minutes. Et ça permet d'identifier donc que c'est bien un tir, parce qu'il y avait la préfecture et le procureur qui disaient que c'était peut-être un manifestant qui avait jeté un projectile et qui avait blessé Axel. Donc là, non, on a pu, donc, en croisant donc, ma vidéo et celle d'une manifestante, démontrer que c'était bien un tir de LBD 40. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, comme 2 minutes avant de tirer, le policier enlève sa cagoule pour cracher, on voit son visage. Donc ça a permis d'identifier l'auteur du tir, même s'il ne portait pas de RIO et même s'il portait une cagoule. Et troisièmement, donc il y a tout le contexte. Il est impossible de dire là qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant et que peut-être qu'il était seulement en train de se défendre, ce policier. La victime, Axel, a immédiatement déposé plainte au niveau pénal et elle a fait également un signalement IGPN. Seulement 1 an après, il commence à y avoir du nouveau au niveau de son enquête. C'est extrêmement long, mais c'est en train de venir. Initialement, nous sommes là pour documenter les violences policières. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rendus compte aussi que nous allions agir aussi sur le plan des accusations qui sont faites contre les manifestants à tort. Parce que, par exemple, donc le 28 septembre à Montpellier, nous étions en train de filmer l'interpellation d'un manifestant, une interpellation particulièrement violente. C'était la première fois que je voyais un plaquage ventral être fait devant moi. C'est une technique d'immobilisation qui a tué déjà beaucoup de personnes, qui a tué Cédric Chouviat encore en début d'année. Donc j'étais accroupie à 1,5 mètre de la scène. Il y avait juste 2 jambes de policiers qui me séparaient de la scène. Ne tremblez pas, putain! Ne surveillez pas, ne l'étrangle pas! Il a du mal à respirer! Oh! Lâche-le! Mais je dirais... Oh, je fais que parler, là! Regarde, j'ai les mains dans le dos! Et le genou sur le cou, là! Arrêtez de l'étrangler! J'ai été extrêmement choquée par la violence de cette technique d'immobilisation qui n'était pas justifiée dans ce cas-là non plus, parce qu'en fait, elle est très rarement justifiée apparemment. Mais, et en fait, donc le manifestant était mis donc sur le ventre avec un genou sur sa nuque, sur son cou. Le policier qui avait son genou sur le cou du manifestant a relevé en premier l'autre genou du sol. Donc en fait, il a appuyé de tout son poids sur le corps du manifestant. Donc c'était une violence inouïe. Et en fait, quand j'ai vu ça, alors que le manifestant ne faisait rien,
Je me suis dit, mais comment ils vont justifier d'avoir été violents comme ça avec lui ? Et je me suis dit qu'ils allaient l'accuser en fait d'avoir essayé de se débattre, d'avoir essayé d'échapper à l'interpellation pour essayer de justifier en fait leur violence. Et bien ça n'a pas loupé en fait, parce que donc 2 jours après, quand je me suis rendue au tribunal avec les autres observateurs, donc on avait récupéré des attestations de témoins avec des captures d'écran de la vidéo qu'on avait fait en disant que l'interpellation a été très violente alors que le manifestant n'avait rien fait. Et en fait, les policiers accusaient effectivement le manifestant de rébellion. Donc rébellion, c'est donc des faits qui, à mon sens, il n'avait pas commis ces faits. Et en fait, je me suis rendu compte que le procureur de la République, non seulement croyait la parole policière, mais allait au-delà de ça, puisque lui, il disait même que c'était pas seulement de la rébellion, que c'était des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ça veut dire que non seulement c'était déjà une accusation grave, puisque la rébellion, et le manifestant risquait 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais si on augmente la qualification pénale en violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et donc les juges n'ont pas été dupes avec la requalification du procureur, mais par contre, ils ont cru les policiers et ils ont condamné ce manifestant à 3 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils l'ont immédiatement envoyé en prison. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu accepter. On a tout fait pour l'aider à faire appel. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai été obligée de saisir l'Observatoire international des prisons, de saisir le défenseur des droits, parce qu'en fait, le détenu n'a pas accès aux droits de la même façon que n'importe quel justiciable. Malgré qu'ils disent qu'il y a des permanences dans les prisons, etc., c'est extrêmement difficile. Et donc, il a fait appel dans le délai de 10 jours, c'est très court. Et il a été jugé donc 3 mois plus tard en appel. C'est une audience qui était assez intéressante parce que l'avocat des policiers a passé son temps à me pointer du doigt pendant toute l'audience pour essayer, en fait, à défaut de pouvoir attaquer ma preuve, de m'attaquer moi. Et en fait, le manifestant a été relaxé. Donc les juges ont dit qu'il n'y avait même pas eu rébellion. Non seulement il n'y a pas eu violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais il n'y a même pas eu rébellion non plus. Ce manifestant n'avait rien fait et avait été condamné à tort sur la base des paroles des policiers qui voulaient obtenir la condamnation du manifestant, des dommages et intérêts. Je rappelle qu'en première instance, le manifestant avait été condamné donc non seulement à 3 mois de prison ferme, mais également à verser des dommages et intérêts aux policiers, 300 € à chacun des policiers et 2 ans d'interdiction de manifester. C'est vraiment une répression qui est donc à la fois policière et judiciaire pour écraser tout un mouvement social, et ça marche quand même en partie. Je me suis renseignée récemment et il n'y a eu aucun conseil disciplinaire, il n'y a eu aucune sanction disciplinaire sur ces policiers. Et au niveau des suites pénales, le manifestant, je suis en train de l'aider à faire le dépôt de plainte et ça ne saurait tarder donc d'engager ces procédures qui, comme pour tous les autres manifestants, mettront des mois et peut-être même des années à être jugés. Du fait de notre activité en tant qu'observateur, nous mettons la police et a fortiori la justice devant leurs responsabilités. Et en fait, ça a pu causer donc un rapport de force assez violent par moment. À Toulouse, par exemple, les observateurs, depuis 3 ans qu'existe l'observatoire, ils ont eu 25 personnes de leur observatoire qui sont passées par la case hôpital. Nous sommes tout à fait identifiables sur le terrain, il n'y a aucune ambiguïté. Nous avons des dossards recto verso de la Ligue des droits de l'homme qui sont blancs avec le logo rouge et l'inscription en toutes lettres du nom de notre association. Nous avons aussi du matériel de protection, donc notamment un casque avec marqué « Observateur » tout autour. Il y a eu en fait un acharnement particulier sur moi à Montpellier, je pense parce que c'est moi qui faisais la plupart des saisines de l'IGPN et la plupart des accompagnements de victimes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils y sont allés crescendo. Ils sont partis donc d'injures, de violences verbales à mon égard. Il y a le chef de la BAC de Montpellier qui m'a traité de connasse, anarchiste, gauchiste, antidémocrate, me menaçait de m'interpeller. Filmez les autres, au lieu de nous filmer, connasse. Vous m'avez dit connasse? Oui, parce que tu nous filmes, filmez les autres. Pas de soucis, c'est filmé. Oui, la photo, dis-nous que c'est la photo. Non, c'est filmé. Espèce de cochon, va. Anarchiste, gauchiste. Et quand
démocratie, toi. Il est où votre brassard? Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur. Ouais. La bouche- Vous m'avez traité de connasse, monsieur. Tout le monde, il a traité de Vous m'avez traité de connasse, monsieur. Donnez-moi votre RIO. Ton nom, il a traité de... Tout le monde, il a traité de prison à faire. Allez, casse-toi, va. Allez, va-t'en, monsieur, je prends ton nom et je vais te rentrer. Vous allez me rentrer où, monsieur? Vous allez me rentrer où, monsieur? Enfin voilà, donc des pressions verbales. Ensuite, il y a eu des pressions physiques, puisqu'il y a eu des coups, il y a un policier qui m'a attrapé, qui m'a jeté au sol. Enfin, donc c'est monté comme ça petit à petit. Ensuite, il y a eu des comportements harcelants de la part de policiers de la BAC et de la CDI. Donc, BAC, c'est Brigade Anticriminalité, et CDI, c'est Compagnie départementale d'intervention. C'est des compagnies locales, en fait, qu'on retrouve dans toutes les villes. Et en fait, ils sont montés comme ça petit à petit. En fait, le 21 septembre 2019, à Montpellier, j'ai été interpellée. Donc, c'était la deuxième fois que je me faisais interpeller à Montpellier. C'est en fait un commissaire divisionnaire qui s'est approché de moi et qui m'a demandé que je lui remette mon matériel de protection, c'est-à-dire masque de ski et masque respiratoire. Vous me filmez, mais vous allez me remettre votre masque, c'est interdit. Et vous viendrez le chercher au commissariat, madame. Non. Je vous interpelle. Ben, interpellez-moi alors. Alors, vous vous calmez. Non, je ne vous donnerai pas mon matériel. Si, parce que Je vous donnerai c'est pas. interdit parce qu'il faut qu'on fasse une vérification, c'est sous les ordres du procureur. On va vous remettre, je vais vous remettre un récépissé. Je refuse de vous remettre mon matériel, je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme. Alors, on va vous embarquer. Madame ne veut pas remettre son, on la ramène au central pour une vérification. Voilà. Une vérification de quoi? L'identité, parce que vous ne pouvez pas me remettre votre... Ça, c'est interdit. Ah, mais si Je vous, fais voulez la que, vérification. si vous voulez que je vous montre ma pièce C'est ça que d'identité, je veux, madame, c'est ça. mais moi je ne veux pas vous le donner. Et Donc alors, on va si le c'est une vérification d'identité, moi je peux vous montrer ma pièce d'identité. Non, moi Et je ça, c'est refuse de interdit. vous donner mon matériel. Et si, vous allez nous donner... Non, vous m'emmenez au commissariat si vous le souhaitez. Ne me poussez Je pas. vous pousse pas, mais par contre, ne me touchez pas. Je vous dis que je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme et je ne peux pas vous donner mon matériel. Moi j'ai refusé parce que c'est du matériel dont j'avais besoin. La semaine d'avant à Toulouse, ils s'étaient fait saisir leur matériel et ils n'avaient pas pu continuer leur mission, ils avaient dû s'arrêter. Donc je lui ai expliqué que ce n'était pas un matériel qui était destiné à commettre une infraction, simplement à faire ma mission. Il a refusé, je lui ai dit que que s'il voulait m'emmener au commissariat, il pouvait le faire. Donc je me suis absolument laissé faire. Il m'a amené dans le dispositif de CRS et là j'ai vu ce que des manifestants m'avaient déjà raconté, mais que quand on le vit, on en prend vraiment encore plus conscience en fait. C'est-à-dire que j'étais en face de ce policier et qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « Madame, vous me donnez des coups », avec une voix très calme. Et en fait, j'ai compris qu'il était en train de construire une incrimination contre moi. Je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme, je refuse de donner. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, je refuse de donner. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. J'ai tout de suite compris et donc ça s'est en fait retranscrit effectivement dans la procédure, puisque derrière, il m'a accusé donc, de dissimulation du visage, alors que j'avais mon masque là, et puis surtout rébellion. Il m'a accusé de lui avoir donné des coups, donc des coups avec mes mains, des coups avec mes pieds, que j'aurais essayé de m'enfuir, alors que c'était pas du tout le cas. Et en fait, au moment de l'audience, ont été projetées les vidéos qui avaient été faites par des journalistes indépendants autour de la scène, et en fait, ils ont montré que le policier s'était totalement mis en scène, et du coup j'ai été relaxée. Pendant l'audience, le procureur de la République a dû s'aligner en fait sur le policier, parce qu'en fait le policier qui m'accusait, c'était un commissaire divisionnaire. Il a comparu donc en personne pour m'accuser, mais en fait le juge lui a posé de très bonnes questions et en fait l'incrimination qu'il avait fait contre moi s'est détricotée devant nous, devant nos yeux. Comme il ne m'accusait finalement plus de dissimulation du visage, le procureur de la République a été obligé de ne plus me poursuivre pour de dissimulation du visage non plus. Sur la rébellion, pareil, en fait, comme le policier ne me reprochait plus de m'être enfui, ne me reprochait plus de lui avoir mis des coups avec mes mains, mais qui me maintenait quand même le coup de pied, le procureur de la République a maintenu le coup de pied. Et pour le tout, il voulait que je sois condamnée à 2 000 € d'amende. Et les juges n'ont pas suivi ce raisonnement-là.
En fait, ils ont expliqué que la différence entre les vidéos et les propos des policiers était telle qu'il n'était pas possible en fait, de me condamner. J'avais déjà eu un procès avant et j'avais été aussi interpellée à Bayonne dans le cadre du G7 par des policiers de la Brave M. Sur ces 3 procédures-là, en tout, j'ai fait 56 heures de garde à vue. L'État est clairement dans une logique de censure de son action pour réprimer les manifestants. Et à ce titre-là, il s'attaque aux observateurs, quels qu'ils soient. Les observateurs de la Ligue des droits de l'homme tels que nous, mais aussi la presse, tous les journalistes qui ont vécu des violences, que ce soit donc effectivement de la part de la police, mais aussi des procès. Il y en a plusieurs. Il y a Gaspard Glanz qui a eu que ce soit une grenade de désencerclement qui a explosé juste à côté de lui, qui a eu de la garde à vue, ou Brice Ivanovic aussi, qui a été placé en garde à vue plusieurs dizaines d'heures. Tous les observateurs, donc voilà, donc la Ligue des droits de l'homme, la presse, les observateurs qui ne sont donc pas dans ces organisations-là, les observateurs citoyens, voilà, c'est vraiment une logique de censure qui est la même en fait déployée sur tout ce panel de personnes. Là, nous avons donc plusieurs situations qui montrent que l'état de droit n'est pas le même en France pour tout le monde. Quand on voit donc les manifestants qui ont des comparutions immédiates, qui sont jugés en 20 minutes et qui sont envoyés en prison. À côté, nous avons donc pour les observateurs comme moi un procès qui dure 3h30 et qui aboutit sur une relaxe parce que la justice a pris le temps de faire son travail. Et encore à côté, on a les policiers qui mettent des années à avoir leur affaire présentée devant un tribunal. Et encore là, quand on voit les premières décisions qui ont été rendues là, pour les policiers qui ont fait donc un jet de pavé, alors que c'est un haut gradé en plus, et l'autre qui a mis des gifles à un manifestant, c'est des peines qui sont dérisoires par rapport à ce que les manifestants peuvent avoir. Alors, je comprends bien qu'ils ne sont pas dans la même situation, les policiers et les manifestants, mais ils ont quand même le policier, en fait, à partir du moment où il commet une infraction, il quitte son habit de policier et il prend celui du délinquant quand même. Donc il devrait pas avoir des faveurs du seul fait qu'il est policier. Et au contraire, peut-être. Les policiers ont l'obligation d'avoir un numéro d'identification sur leur uniforme. C'est ce qu'on appelle aussi le RIO. Et nous avons constaté majoritairement sur le territoire français, mais aussi à Montpellier, qu'il était très peu porté, voire pas du tout. Et en fait, nous, on a une période où on a fait une grosse action auprès des chefs d'unité, en allant les voir et en leur demandant donc pourquoi leurs unités ne le portaient pas, donc ils étaient responsables du fait de faire appliquer la loi à ce niveau-là sur leurs unités. Et en fait, c'est plus qu'une complicité, c'est un choix délibéré de la part des chefs d'unité de ne pas faire porter le RIO par leurs équipes. Vu les réactions qu'on a eues, c'était clairement assumé. Et c'est d'autant plus problématique que nous sommes non seulement face à des policiers qui n'ont pas leur numéro d'identification, mais en plus qui sont cagoulés et qui parfois même ne portent pas leur écusson d'unité qui permet d'identifier à quelle unité ils appartiennent. Donc on est vraiment face à des policiers, parfois même quand je montre des vidéos de victimes de violences policières à des avocats, ils disent mais où est-ce qu'on en est par rapport à la différence avec la milice? On est face à des est-ce que c'est encore des policiers s'ils sont même plus identifiables en tant qu'unité, quoi. Le système judiciaire a plusieurs acteurs qu'il faut distinguer. Le procureur de la République n'est pas indépendant et à ce titre-là applique clairement la logique répressive que veut le gouvernement. C'est avec le parquet et la police freinent des 4 fers ces procédures qui sont engagées contre les violences policières. C'est pour ça notamment que ça met beaucoup de temps à aboutir. Mais dès lors qu'on saisit le juge d'instruction, ça change en fait. L'enquête n'est pas faite de la même façon. C'est un magistrat qui est indépendant. Mais c'est pas parce qu'ils vont avoir l'indépendance par rapport au gouvernement qui vont pas faire le choix de suivre quand même la politique répressive du gouvernement. Il y a eu une répression judiciaire qui a été faite par les juges et elle a été faite dans un mépris qui était flagrant pendant les audiences. On a un observatoire, nous on est un observatoire des pratiques policières et judiciaires. On a des observateurs dans les tribunaux également et en fait on a vu ce mépris, que ce soit donc dans les décisions qu'ils rendaient mais aussi dans les phrases qu'ils tenaient. C'était vraiment c'est un mépris de classe en fait qui était appliqué dans les tribunaux. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une généralisation de la répression à la société. Avant, cette répression était centrée sur les quartiers populaires et sur les zones
de lutte écologiste radicale, comme les ZAD. Et en fait, là, c'est en train de s'étendre. Ça s'étend donc depuis 2016 aux manifestations et c'est un climat de peur. On est en train d'avoir des gouvernements successifs et particulièrement celui-ci qui sont en train de gouverner par la force. Ils n'ont plus la légitimité des urnes et du coup, ils cherchent une autre manière d'asseoir leur autorité et c'est clairement la force.